continuons notre cycle sur les grands sophistes grecs. C'est ça, hein? Oui. C'est ça. Alors, comme il y avait quelques absents la semaine dernière, j'ai la liste. Je ne citerai pas de nom, mais je vais simplement faire une toute petite introduction de 5 minutes pour rappeler de quoi on parle, un peu ce qu'on a vu la semaine dernière pour nous remettre dans le bain de la sophistique. Alors, ces grands sophistes grecs dont on parle cette année, c'est Protagoras. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à Gorgias. La semaine prochaine, Hippias, Hippias d'Élis. Et puis, il y en a beaucoup d'autres. Critias, dont le statut de sophiste est aujourd'hui contesté, mais fait souvent partie quand même de la liste. Calliclès, Prodicos et Antiphon. Oui, Antiphon, qu'aujourd'hui on redécouvre un petit peu. Alors, ces grands sophistes, vous avez, je crois que je vous l'avais cité, une anthologie qui a été dirigée par Jean-François Prado en 2 volumes, avec les œuvres, les fragments des œuvres, surtout des fragments des œuvres des sophistes, et puis un certain nombre de commentaires, y compris de l'Antiquité, sur ces grands personnages. Et puis il faut aussi savoir que ces grands que je viens de citer ont eu des disciples qui ont continué leur œuvre, et comme on l'avait vu un petit peu la semaine dernière, ils ont poussé souvent les prises de position à l'extrême, parfois même en caricaturant certaines affirmations, ce qui est une des causes du discrédit, on peut dire, dans lequel sont tombés ces sophistes avant, il y a quelques années, où il y a toute une entreprise de redécouverte, de réhabilitation, en tout cas, de leur redonner une place importante dans l'histoire de la philosophie grecque. Alors, ces sophistes, sophistes, avec la racine sophia, sophia, la sagesse, sophos, c'était tout à la fois des érudits, des savants, certains diront des sages, en tout cas des spécialistes de l'art oratoire, des spécialistes de l'éloquence, de la rhétorique, de l'art du bien parler, et spécialistes aussi de la puissance, du pouvoir de la parole, de ce fameux logos, qui a beaucoup de significations, mais entre autres quand même le verbe, la parole. De là à les avoir traités un peu de manipulateurs de l'opinion ou des opinions, poussant très loin l'art de la persuasion. Bon. C'est la grande question qui se pose. Toujours est-il que c'est des gens qui sont des penseurs rebelles par rapport à une certaine tradition, à la fois d'écriture et de pensée, et ils vont, par leur provocation, ce qu'on peut quand même appeler leurs affirmations provocatrices, faire table rase, comme l'expression qu'emploie Jacqueline de Romilly dans son bel ouvrage sur les grands sophistes dans l'Athènes de Périclès. Ils vont faire table rase d'un certain nombre de pensées couramment admises à l'époque, tant sur les dieux que sur la connaissance, sur l'homme, sur le statut de la vérité, enfin plein de choses essentielles. Et ils vont proposer une autre manière de penser, de voir le monde, de voir l'homme. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils restent aussi quand même très mystérieux, puisqu'ils apparaissent à peu près à la même époque
que les derniers présocratiques, hein, que Parménide, que Zénon d'Élée, que Anaxagore. Donc, ils font partie hein, de cette période qui, bien que de plus en plus connue, reste quand même mystérieuse, hein, puisqu'ils apparaissent à peu près tous au même moment, dans un même lieu géographique, hein, ou disons, un lieu assez restreint. Et puis, en même temps que va se fonder la philosophie classique, ce qu'on appelle la philosophie classique, avec Socrate, Platon, Aristote. Donc, on a comme un creuset où c'est comme si, quelque part, il y avait là tous les fondements. Et avec leur critique aussi, hein, de cette philosophie antique. Avec les présocratiques qui font une sorte de transition avec une période plus mythique, hein, égyptienne ou mésopotamienne, hein, ayant un langage encore très imprégné de mythologie, mais étant les premiers, entre guillemets, à s'intéresser à la structure de l'univers. Hein, on les appelait les physiologues, hein, la physis, les spécialistes de la nature, de l'univers. Donc ils vont se poser plein de questions sur la création du monde, hein, vous vous rappelez. Il y a ces sophistes qui vont apporter une autre manière et une critique radicale, on peut dire, hein, de certaines manières de voir les choses. Et puis, les fameux Socrate, Platon, Aristote. Hein, donc, vous savez, certains disent que l'histoire de la philosophie grecque, ce sont des notes en bas de page des œuvres de Platon. Hein. C'est comme si voilà, il avait il avait apporté toutes les graines, et après, l'histoire de la philosophie occidentale, c'est de se positionner, de manière un peu lapidaire, de se positionner pour, contre, ou en reprenant les grandes interrogations platoniciennes ou aristotélésiennes. Donc, c'est vrai que ces sophistes méritent vraiment d'être étudiés. Alors, et c'est aussi en train de bouger avec de nouvelles traductions, de nouvelles interprétations, enfin, n'ont pas fini de nous faire cogiter. Alors, la semaine dernière, on avait commencé par Protagoras, puisque c'est peut-être le plus connu, celui auquel Platon a consacré pratiquement deux de ses plus grands dialogues pour justement étudier, analyser, discuter les positions de Protagoras. Alors Protagoras, il est connu, je fais un petit rappel, hein, par deux phrases, puisque pour la plupart de ces sophistes, on a très peu de choses qui nous sont parvenues, sauf Antiphon, où on a plus, et Gorgias un tout petit peu plus, mais ça reste quand même très parcellaire. Et donc de Protagoras, on a deux phrases, mais qui sont extrêmement célèbres. La première, c'est l'homme est mesure de toute chose, mais qui continue, parce qu'en général, souvent on réduit la phrase de Protagoras à cette première partie. L'homme est mesure de toute chose, de celles qui sont en tant qu'elles sont, de celles qui ne sont pas en tant qu'elles ne sont pas. Ça, c'est la phrase complète, qui est parfois traduite par l'être et le non-être, qui fait davantage référence au poème de Parménide. L'être est, le non-être n'est pas. Donc ça, c'est la phrase sur laquelle on continue de beaucoup s'interroger, pour savoir qu'est-ce que Protagoras vraiment voulait dire. Et en fait, on ne le sait toujours pas. On ne le saura peut-être jamais. En tout cas, c'est intéressant de voir les différentes interprétations qu'on peut faire de cette phrase, qu'on appelle aujourd'hui un peu la théorie ou le statut de l'homme mesure. De l'homme mesure, référent, étalon, on peut dire, de l'univers. Encore faut-il savoir de quel homme il s'agit. Bon, là, je vous renvoie donc à ce qu'on a vu la semaine dernière. Et puis l'autre phrase aussi très fracassante, c'est celle qui commence son ouvrage sur les dieux, où il dit qu'en fait, il ne peut pas savoir si les dieux existent ou pas. S'ils sont ou s'ils ne sont pas,
ce qui, dans le contexte grec de l'époque, est quand même un pavé, un gros pavé dans la mare. Et c'est pour cela, peut-être, qu'il aurait été condamné pour impiété, qu'il aurait été obligé de fuir ville d'Athènes, un peu comme Socrate, qui avait été aussi condamné pour impiété. Voilà, donc, Protagoras est le sophiste avec lequel Platon combat le plus. Platon respecte beaucoup de respect pour Protagoras, et quand même lui avoir consacré deux dialogues, ça prouve que c'était important de se positionner par rapport à Protagoras. Et il est possible que Platon ait utilisé aussi les phrases de Protagoras pour positionner lui-même sa vision, qui est radicalement opposée, on peut dire. Et il écrit même, Platon, dans les Lois, qui est son dernier ouvrage, même resté inachevé. Dans les Lois, Platon écrit « La divinité pourrait bien être pour nous, plus que quoi que ce soit, la mesure de toute chose. » Donc là, ça semble être vraiment une réponse à Protagoras. C'est pas l'homme, la mesure de toute chose, mais la divinité, entendant par divinité aussi ce plan des archétypes, des idées, et pas simplement les idées du beau, du bon, du juste, mais surtout cette idée des idées, anhypothétique, au-delà de toute hypothèse, qu'il appelait le bien. L'idée du bien qui, quelque part, chapeaute les trois autres idées. Donc, poser l'existence non discutable pour Platon d'un plan des essences, d'un plan atemporel, immortel, essentiel, en opposition, ou en tout cas en complémentarité avec le plan de l'existence, c'est-à-dire de ce qui est temporel, fugitif, impermanent, etc. Et donc, il est évident que la plupart des auteurs, maintenant, interprètent les phrases de Protagoras comme une critique radicale de l'existence de ce plan transcendant, on va dire, au-delà de l'existence, mais vraiment dans le plan de l'essence, et d'avoir fait table rase de l'existence d'une réalité objective. Donc d'une réalité objective, certes, mais surtout transcendante, qui dépasse l'être humain. Je vous rappelle simplement que, pour Platon, ce monde de l'unité au-delà du multiple, il est difficilement accessible, mais accessible par la dialectique, qui est la science de prédilection platonicienne, dialectique ascensionnelle. Et le meilleur exemple, c'est le fameux mythe de la caverne qu'on trouve dans la République, où il y a un prisonnier qui se libère, qui sort de la caverne et qui voit face à face le soleil, qui est l'image symbolique du bien. Donc ça veut dire que l'on peut contempler, pas forcément comprendre, mais contempler le bien. Ce que reprendront à sa suite tous les néo-platoniciens. Contempler le bien, s'en inspirer et pouvoir ensuite retourner dans la caverne pour essayer de transmettre ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, et inciter ses anciens compagnons à eux aussi se libérer. Bon, pas plus parce qu'on l'a vu souvent, ce débat. Donc, ce qui permet de comprendre quel est l'enjeu. Et c'est vrai que plus j'étudie les sophistes, plus je me dis qu'à cette époque à Athènes,
il s'est passé vraiment quelque chose de fondamental, puisqu'il y avait un enjeu métaphysique qu'il n'y a pas eu depuis, enfin, et dont nous vivons encore sur les conséquences de cet enjeu métaphysique. Y a-t-il un plan transcendant? Oui ou non? Et sous quelle forme se présente-t-il? Bon, on va y revenir, évidemment. Donc ça, c'est ce qu'explique aussi, entre autres, Jacqueline de Romilly, qu'ils ont fait table rase de tout absolu, de toute métaphysique, donc de tout plan au-delà du physique, hein, métaphysique, qu'il soit religieux, éthique ou politique. Et évidemment, ça change à peu près tout de la vision qu'on peut avoir de tout, en fait, hein, de l'homme, de l'univers, du politique, etc. Ça va? Bon, c'était voilà, un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière. Au niveau politique aussi, on a vu l'intérêt de Protagoras dans le fait qu'il aurait, semble-t-il, prolongé le mythe de Prométhée et d'Épiméthée, simplement pour dire que les vertus politiques, hein, de l'honneur et de la justice étaient partagées entre tous les hommes. Et donc, tous les hommes pouvaient et même devaient participer de la vie politique, hein, de la cité, parce que tous avaient la capacité de le faire. Ils n'étaient pas tous forcément qualifiés de la même manière, mais tous avaient au moins la capacité de le faire. Et donc là, ça permet de comprendre aussi comment l'apport des sophistes a conforté la vision démocratique, avec des guillemets, hein, de la démocratie athénienne, où c'était une démocratie directe, bon, qui ne concernait pas tous les citoyens, mais où chaque citoyen pouvait s'exprimer dans les assemblées, et donc, pour cela aussi, avait besoin de maîtriser la parole, l'art de la parole en public. Hein, pour se défendre devant les tribunaux, pour défendre aussi son point de vue. Hein, tout ça va de pair. Alors, aujourd'hui, on va voir Gorgias, qui lui aussi fait l'objet d'études par Platon. Il y a un dialogue, hein, qui s'appelle Gorgias. Et il est souvent présenté comme le second des sophistes. Hein, après Protagoras, certains même le mettent en première place, puisqu'il aurait été l'inventeur de l'art oratoire, puisqu'il va beaucoup s'intéresser aux figures de style, c'est-à-dire vraiment à la forme, hein, de l'art oratoire, ce que Protagoras, semble-t-il, dédaignait plutôt. Et c'est pour ça que on dit, parfois, c'est un verbe qui s'est créé, le fait de gorgianiser. Gorgianiser, ça veut dire voilà, bien parler, utiliser des belles figures de style, et en même temps arriver à persuader et à jouer aussi avec beaucoup de talent avec les émotions, hein, les passions de l'auditoire. Donc, je pense que dans les études d'avocat, on étudie beaucoup Gorgias, hein, peut-être plus que Protagoras. Donc c'est un grand sophiste, et de tous les sophistes, en fait, c'est le seul dont nous avons un écrit de plusieurs pages, donc ça c'est exceptionnel, et qui est un traité métaphysique. En fait, qui traite de métaphysique, un petit peu sur le modèle des écrits des présocratiques, notamment Parménide, hein, on revient toujours au fameux poème de Parménide, l'être est, le non-être n'est pas, mais aussi les écrits d'Héraclite, dont on a aujourd'hui que quelques fragments. Donc c'est ça qu'on va voir tout à l'heure en premier, ce fameux traité sur le non-étant, hein, ou sur la nature, un traité métaphysique. Alors, ce Gorgias, hein, puisqu'ils viennent tous
de villes différentes, hein, de villes qui ne sont pas à Athènes, même si on va les retrouver à Athènes parce qu'ils vont y être invités. J'ai oublié de vous dire aussi quelque chose qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que une des raisons d'un peu du discrédit de ces sophistes, c'est que pour la première fois, ils faisaient payer leur enseignement. Ce qui va leur être beaucoup reproché. Donc ils étaient itinérants, hein, ils allaient de ville en ville et faisaient payer leurs conférences, et parfois très cher, on dit. Donc, ils sont étrangers, ils viennent de villes différentes, mais ils se retrouvent à Athènes, et Protagoras venait d'Abdère, hein, en Thrace, et Gorgias, lui, il est originaire de Sicile. D'une petite ville, Léontinois, ou Léontinie, qui se trouve au nord-ouest de Syracuse, et il est donc proche de la patrie... comment ça s'écrit ? Sicile. La Sicile. Ah, la Sicile. Hein, c'est pas l'impératrice, c'est la Sicile. Pardon, je mal prononcé. Léontinois en Sicile, près de Syracuse. Et c'est la patrie, on pense en tout cas à la fois d'Empédocle, hein, le présocratique Empédocle, qui serait mort en se jetant dans l'Etna. Hein. Et puis, non loin non plus de la ville d'Élée, qui est la patrie de Parménide et de son disciple Zénon. Alors, Gorgias, il est contemporain de Protagoras, d'Hippias, de Prodicos, enfin de plein d'autres sophistes, aussi de Zénon d'Élée. Et il serait né, alors là c'est toujours avec beaucoup de prudence, vers 483. On est toujours avant Jésus-Christ, bien sûr. Il serait mort vers 376, bon, ce qui aurait fait de lui un être quasi centenaire. Hein. On dit qu'il a été l'élève d'Empédocle, justement, qu'il eut de très nombreux disciples. Qu'il a eu de très très nombreux disciples et qu'il faisait, lui, oui, il a la réputation de faire payer fort cher, hein, son enseignement. Et il était réputé pour l'originalité de son style, suscitant l'admiration de tous ceux qui le suivaient pour ses beaux discours. Hein, donc on a là une sorte d'excellence, hein, dans l'art de la rhétorique. Et il fut même considéré donc comme le fondateur des arts oratoires. Alors, je vais vous citer un petit extrait qu'on trouve dans l'anthologie de Prado, qui est un éloge d'un certain Philostrate qui parle de Gorgias, et c'est souvent dans ces termes-là qu'on parle de Gorgias, en tout cas de ceux qui l'admirent. Philostrate, dans ses vies des sophistes. La Sicile, à Léontinois, a porté Gorgias, vers qui nous pensons que l'art des sophistes remonte comme vers un père. Vous voyez, donc paternité, hein, quand même, de l'art des sophistes. Si en effet nous songeons à Échille, dans la mesure où il a apporté de nombreuses innovations à la tragédie, la dotant du costume et d'une estrade élevée, des figures des héros, des messagers du dehors et de ceux de l'intérieur de la maison, des actions qui doivent se dérouler sur la scène et derrière la scène. Voilà aussi ce que représenterait Gorgias pour ceux qui exercent le même art que lui. Okay, il le compare à Échille, par rapport à toutes les innovations qu'Échille a fait pour le théâtre. Il le compare pour l'art rhétorique. Hein. Car il a le premier donné aux sophistes leur élan initial par ses paradoxes, son inspiration, son style élevé pour des sujets élevés, ses apostases, sa manière impétueuse d'aborder une question, par lesquelles le discours devient de lui-même plus plaisant et plus imposant.
il s'empara aussi des mots poétiques pour l'ornement et la solennité. Que donc il ait su improviser avec facilité, je l'ai dit au début de mon propos. S'il fut admiré par beaucoup alors que déjà vieux il se produisait à Athènes, ce n'est en aucune façon étonnant, lui qui, comme je le pense, réussit à s'attacher les hommes les plus fameux, Critias et Alcibiade, le fameux Alcibiade, qui était encore jeune, Thucydide et Périclès, grand historien, Thucydide, Périclès, déjà vieillissant, et Agathon, le poète tragique, que la comédie regarde comme un auteur élégant et habile et qui gorgianise dans beaucoup de ses poèmes iambiques. Bon, voilà, un éloge donc fabuleux. On en trouve d'autres auteurs, pour montrer la place vraiment de pionnier, en fait, de cet art oratoire. Un peu plus loin, il dit Gorgias de Léontinois fut le fondateur de l'ancienne sophistique en Thessalie. Il semble que Gorgias fut le premier à improviser un discours. Il s'avançait en effet pour parler dans le théâtre des Athéniens. Il eut l'intrépidité de dire « proposer un sujet ». Et le premier à prononcer à haute voix ce trait de hardiesse, manifestant ainsi, je suppose, qu'il savait tout et qu'il aurait pu parler de tout en se laissant aller à l'inspiration du moment. Ça c'est vraiment nouveau, parce que, comme je disais, la plupart des sophistes, eux, ils écrivaient leurs discours, ils lisaient leurs discours, ils n'improvisaient pas. Gorgias, lui, dans une sorte de provocation, dit « proposez-moi un sujet » et hop, il improvisait. Donc voilà, les ligues d'improvisation aujourd'hui, les concours d'éloquence, Eloquentia, tout ça, en fait sont des petits disciples de Gorgias. Parce qu'il y a beaucoup de propos très très élogieux vis-à-vis de Gorgias. Alors, de son œuvre, on a un nombre important de fragments, certains très courts, notamment ceux qui sont des fragments de 2 discours prononcés à Olympie et à Delphes lors des grandes fêtes qu'on appelait les panégyries, qui a donné le nom à un panégyrique. Bon. Donc voilà, un orateur qu'on trouve à Olympie, à Delphes, donc dans les hauts lieux grecs, et on a 2 petites œuvres aussi qui sont des petits bijoux, qui sont l'éloge d'Hélène et l'éloge de Palamède. Ce sont les 2 petites œuvres, en plus du traité métaphysique, qu'on a de Gorgias. Je reviendrai là-dessus. De Gorgias et des sophistes. Pourquoi choisir Hélène ? Parce qu'Hélène, dans la pensée dominante de l'époque, était d'avoir déclenché la guerre de Troie. Et Gorgias... Alors tiens, ça tombe bien Nathan, tu arrives au bon moment, tu es le kairos, voilà, tu laisses la porte ouverte. Voilà. On ferme la porte, on laisse ça. Non, on ne va pas non plus être responsable. Alors, bon écoutez, on va essayer de supporter le froid, la chaleur. C'est compliqué, hein. Voilà, on va essayer de maîtriser les circonstances extérieures. Ouais, sinon, tu changes de place, je ne sais pas moi. Là. Moi, je vais vous retrouver quand même la semaine prochaine et pas tous enrhumés. Ça va là ? Vous n'êtes pas gênés ? Un peu ? Bon.
Alors, où en étais-je? Hélène. Hélène. L'éloge d'Hélène. Donc, évidemment, on disait de manière dominante, bon, cette Hélène qui a suivi Paris, bon, elle a déclenché quand même une guerre de plus de 10 ans, la guerre de Troie, et donc il a voulu montrer qu'on pouvait faire l'éloge d'Hélène, et non pas la considérer comme une coupable, mais comme une victime. Et il va, donc ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les arguments qu'il va développer pour ça. Et pour Palamède, qui est moins connu qu'Hélène, c'est aussi un cas intéressant, c'est celui de, là par contre, d'une victime de la ruse d'Ulysse. Vous voyez, il prend des exemples lointains de l'époque de la guerre de Troie, pour montrer que l'on peut défendre un certain nombre de causes qui, a priori, sont indéfendables. Puisque face à Ulysse et sa ruse, Palamède, il a perdu la vie quand même, puisqu'il avait dénoncé Ulysse dans une de ses ruses. Bon, je n'insiste pas plus, on verra tout à l'heure l'éloge d'Hélène. Et donc, c'est aussi pour montrer que toute cause, même celle qui semble la plus difficile à défendre, peut être défendue en toute bonne foi. Mais on verra les arguments. Alors, je voudrais commencer, avant de s'intéresser à Hélène, parler de son traité métaphysique, qui s'intitule, enfin en tout cas qu'on traduit par « Sur le non-étant », le non-étant, E-T-A-N-T, le verbe être, étant, le non-étant, ou sur la nature. Alors, ça, c'est assez exceptionnel de la part d'un sophiste de reprendre une expression propre, en fait, au présocratique. Le non-être, le non-étant, ou la nature, parce que beaucoup de présocratiques ont utilisé ce titre pour leurs œuvres, la nature. Donc, il va montrer, en fait, une autre facette du logos, qui n'est pas simplement le verbe, la parole, mais aussi la pensée, une pensée abstraite. Alors, de ce traité, on a une phrase, essentiellement, qui nous est parvenue. Là aussi, bon, c'est un peu pauvre, mais c'est là aussi une phrase qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre, et ça continue. Alors, je vous la lis, elle est en 3 parties. Cette phrase. Rien n'est. Rien n'est. N''est. Rien n'est. Point virgule. En tout cas, c'est comme ça que c'est traduit. L'être, en admettant qu'il soit, n'est pas perceptible. Donc, il y a d'abord rien n'est. Point virgule. L'être, en admettant qu'il soit, quand même, c'est moi qui rajoute le quand même, n'est pas perceptible, point virgule, en l'admettant perceptible, bon, là aussi, virgule, il est incommunicable. Voilà la phrase de Gorgias, qui est un peu l'équivalent de la phrase de Protagoras sur l'homme mesure. Voilà ce qu'on a de Gorgias, de ce traité métaphysique. Rien n'est, l'être en admettant qu'il soit n'est pas perceptible, et en l'admettant perceptible, il est incommunicable. Alors, la plupart des interprétations ont mis en avant le côté radical de cette affirmation de Gorgias. On dit, bon, ben, dans ce cas-là, on ne peut rien savoir, on ne peut rien connaître, on ne peut rien transmettre. Donc, relativisme, scepticisme radical, là vraiment, table rase.
sur le fait de pouvoir connaître quoi que ce soit du monde. Puisque ce monde de l'être, il n'est pas perceptible, il n'est pas transmissible, donc on ne peut se contenter que du monde physique, sensible, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a compris pendant longtemps cette phrase de Gorgias. Et puis, une sorte d'abolition de la connaissance, de la transmission, de tous les fondements, en fait, de la connaissance. Depuis quelque temps, il y a donc une sorte de dynamique sur les écrits des sophistes, de nouvelles interprétations voient le jour, et ces nouvelles interprétations, donc que ce soit celles de Jacqueline de Romilly, de Jean-François Prado, de Luc Brisson, de Barbara Cassin aussi, dont on avait parlé un petit peu la semaine dernière, montrent que on peut le comprendre différemment, en euphémisant un peu la phrase, en voyant moins le côté radical. Et ces interprétations donc s'accordent à considérer que Gorgias ne fait que poser le fait que la réalité absolue, c'est pas forcément qu'elle n'existe pas, mais qu'elle n'est pas accessible, qu'elle n'est pas perceptible. Et ensuite, par rapport aux arguments, c'est pour ça qu'il revient un peu en arrière en disant bon, mais quand même, admettons que l'être soit, il ne peut pas être appréhendé par les moyens humains, soit, mais admettons quand même qu'on puisse le percevoir, l'approcher, on ne pourrait pas communiquer cette connaissance à autrui. Donc, c'est l'intégralité de la phrase avec cette affirmation et ensuite, mais quand même, si on fait l'hypothèse que ça existe, oui, mais quand même. Donc, je reprends la phrase de Jacqueline de Romilly qui dit, ces nouvelles interprétations permettent à la phrase de Gorgias de gagner en sérieux ce qu'elle perd en radicalité. C'est-à-dire, certes, on peut l'interpréter de manière moins radicale, mais aussi, du coup, on peut davantage l'étudier. Parce que sinon, si on fait l'interprétation radicale, bonjour, au revoir, il n'y a plus rien à dire. On ne tombe pas dans de nouveaux sophismes ? Ah, non, je crois que c'est, une sorte de... on euphémise un petit peu, mais vous allez voir que finalement, la conclusion, elle est pas très loin, quand même, de l'interprétation plus radicale. Donc, il ne s'agit pas de nier l'existence de toute réalité transcendante, ou de toute pensée de cette réalité transcendante, mais plutôt d'affirmer que, pour l'homme, c'est comme si cette réalité transcendante n'était pas. Donc, vous voyez cette interprétation, c'est pas qu'il nie toute réalité transcendante, mais pour l'homme, y compris celui qui pense, c'est comme si cette réalité n'était pas. C'est-à-dire que il s'en passe, quoi. Donc vous voyez, c'est un octave en dessous de l'interprétation plus radicale. Donc, pour l'homme, un être absolu est comme s'il n'était pas, avec toutes les conséquences qu'une telle affirmation entraîne. C'est-à-dire, alors c'est vrai que c'est pas loin de dire il n'y a pas de réalité métaphysique, ou de dire pour l'homme finalement, même s'il y en a une, c'est comme s'il n'y en avait pas, c'est pas loin. Il n'y a vraiment qu'un pas. Ce qui fait que quelle que soit en fait l'interprétation qu'on fasse de cette phrase, radicale ou plus euphémisante, finalement ils arrivent à peu près à la même conclusion, à savoir qu'il semble bien que Gorgias nie l'existence d'un plan métaphysique, ou tout au moins
pour l'homme. Et là aussi, l'homme, est-ce que c'est l'homme singulier, est-ce que c'est toute l'humanité? C'est comme si cette réalité n'existait pas. Alors, dans cette conclusion, de toute façon, c'est comme avec Protagoras, on a le fait de dire, bon, ben, l'homme peut très bien vivre sans avoir la perception de cette réalité métaphysique, si tant est qu'elle existe, si tant est qu'elle soit. Et c'est vrai que là, on rejoint la fameuse phrase que je vous avais lue, je crois, de Jacqueline de Romilly, qui est vraiment intéressante, qui est pour moi le point d'achoppement de toute cette guerre, parce qu'il s'agit vraiment d'une guerre symbolique, et pas que, où elle dit, et ça on le reverra plus la semaine prochaine avec Hippias, où elle dit la reconstruction s'observe partout où était passé le souffle des analyses de destruction, bien que les sophistes ont fait table rase, sauf en ce qui concerne l'ontologie, c'est-à-dire la métaphysique, qui touche peu à la vie des hommes, cette fameuse phrase, qui touche peu à la vie des hommes. Tous les thèmes examinés par ces analyses trouvent donc ici comme une compensation. Et donc, ça c'est vraiment... donc là, j'insiste sur le petit bout de phrase, cette ontologie qui touche peu à la vie des hommes. Et c'est là où, bon, c'est une affirmation comme ça entre deux petites virgules, ça semble anodin, et en fait, je pense que l'étude des sophistes est justement pose cette question. Est-ce que cette ontologie, est-ce que cette métaphysique touche réellement peu à la vie des hommes, ou si elle est essentielle pour la vie des hommes? Parce qu'une fois qu'on a fait table rase de ce plan métaphysique, bon, à partir de quoi refonde-t-on la vision de l'homme et de l'univers? Et il est vrai que j'aime bien l'analyse de Jacqueline de Romilly, où elle explique, ça on va le développer la semaine prochaine, qu'en fait ils ont fait table rase, ils ont détruit, mais ils ont reconstruit, mais à un autre niveau. Et elle appelle ça le niveau de la compensation. C'est-à-dire, on a détruit ce plan métaphysique de l'être, donc d'une réalité transcendante, donc il y a un certain nombre de vertus, comme par exemple la fameuse arrêté, l'excellence, qui est mise à mal, et donc on va reconstruire, on va quand même donner de nouveaux fondements, mais comme par compensation. Et je trouve que ce concept de compensation, il est vraiment intéressant. Parce que quand on compense, c'est un mot, c'est qu'il y avait un manque, et on le remplit par quelque chose qui a le goût d'eux, qui a l'odeur d'eux, qui ressemble à, mais qui n'est pas exactement la même chose. Et là, je pense qu'on est au cœur du problème de la sophistique. Par quoi va-t-on remplacer ce qui a été enlevé? Parce que, de toute façon, pour l'homme, il peut vivre sans. Et c'est pour ça que ça peut être très sournois, c'est-à-dire de se laisser effectivement fasciner par ces discours sophistes, parce que pour certains, ça ressemble à la vision platonicienne ou aristotélicienne, et c'est en fait radicalement différent. Et c'est pour ça que quand on dit, bon, il faut réhabiliter les sophistes, parce qu'on les a beaucoup critiqués, ils sont tombés dans un discrédit, certes, mais je pense aussi qu'en fait, ils ont largement gagné la bataille. Mais ils sont beaucoup plus forts. Les autres sont faibles. Eux, ils sont beaucoup plus forts, peut-être, non? Je ne sais pas s'ils sont plus forts ou plus faibles. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on vit beaucoup plus sur les fondements de la sophistique que de la vision platonicienne, voire aristotélicienne. On a la compensation, des compensations, bien sûr, mais voilà. Donc, je trouve ça intéressant
Parce que, bon, pour Jacqueline de Romilly, comme on dit vulgairement, je dis, ils ont fait le job, c'est-à-dire ils ont détruit, mais ils ont reconstruit, hein, même si c'est par compensation, ils ont reconstruit. Et là, c'est la question que l'on peut se poser. Enfin, moi, je n'ai pas de réponse, mais je pose la question. Est-ce qu'ils ont véritablement compensé ou apporté des réponses à la hauteur des interrogations des hommes? Parce qu'il ne faut pas minimiser quand même les questions métaphysiques que tout un chacun est amené à se poser depuis la plus tendre enfance. Alors, je voudrais aussi, pour bien faire comprendre l'enjeu, je crois que je vous en avais parlé la semaine dernière, mais je vais vous citer la phrase complète de Barbara Cassin. C'est pas pour prendre position pour l'un ou pour l'autre, mais c'est pour comprendre, je pense, l'enjeu qui s'est passé à Athènes à ce moment-là, dont nous sommes aujourd'hui vraiment encore les héritiers. Hein. Barbara Cassin, qui est la grande spécialiste française de la sophistique, c'est-à-dire pas simplement des sophistes grecs, mais aussi de la sophistique, ce qu'on appelle parfois la seconde sophistique qui se déroule à Rome. Donc quelques siècles plus tard, il va y avoir aussi à Rome de grands sophistes. Donc c'est la spécialiste de la sophistique, et elle dit ceci. La sophistique montre que l'être, hein, avec une majuscule, qu'on prétend trouver par le dévoilement de la vérité, entre guillemets, vérité, est celui qu'on fait exister en le disant. L'être qu'on prétend trouver par le dévoilement de la vérité, ça c'est la vision platonicienne, hein, la vérité qui se dévoile peu à peu, est en fait celui qu'on fait exister en le disant. C'est-à-dire, ça c'est le pouvoir de la parole. C'est-à-dire, en disant, hein, en appliquant le verbe créateur, on fait exister les choses. Simplement, en général, ce verbe qui fait exister les choses, c'est le verbe démiurgique. Que la lumière soit et la lumière fût, c'est-à-dire là, il y a une puissance du démiurge, hein, c'est-à-dire du créateur, qui fait que lorsqu'il parle, les choses, quand il nomme les choses viennent à l'existence. Là, il ne s'agit plus de la parole divine, mais la parole humaine. Hein. Donc l'être, qu'on prétend trouver, est celui qu'on fait exister en le disant. L'être est un effet du dire. Alors, je trouve cette phrase absolument magnifique. L'être est un effet du dire. Voilà la critique sophistique de l'ontologie. L'être n'a pas d'existence, n'a pas d'essence en tant que telle, elle n'en a que si on en parle, si on le dit. Et si on ne le dit pas, si on n'en parle pas, s'il n'y a pas de dire, ben, il n'y a pas d'être. Le traité du non-être de Gorgias, voilà, là elle parle du traité du non-être de Gorgias, permet de montrer comment le poème de Parménide est une performance réussie qui fait exister l'être sur lequel reposera ensuite toute la tradition philosophique. J'aime bien l'expression performance réussie. C'est-à-dire, bon, elle dit, Parménide, il a bien réussi son coup, hein. Il a fait exister l'être, et tout le monde s'en inspire depuis 2500 ans. Et c'est pas faux, hein. Refoulée par la philosophie de Parménide à Heidegger, tout comme la littérature et la rhétorique, la sophistique continue de se maintenir aux marges de la pensée. Elle défend vraiment de manière radicale, hein, la pensée de ces sophistes et de cette sophistique, justement contre ce poème parménidien et tous les parménidiens qui ont suivi. Sachant que Platon n'est pas simplement un parménidien, enfin, mon point de vue, il arrive à concilier Parménide et Héraclite. Parce qu'il reconnaît parce qu'il reconnaît que dans le monde sensible, le monde des reflets, le monde des ombres, des opinions, tout change tout le temps. Ils sont
Donc ça, c'est bien héraclitien. Ils sont complémentaires, oui. Donc, et ça aussi, c'est toute une tradition quand même de la philosophie occidentale d'avoir opposé Parménide et Héraclite, alors qu'en fait, on peut tout à fait les voir comme complémentaires. On peut être héraclitéen justement par rapport à ce monde sensible, temporel, qui est soumis à toutes les changements, et puis accepter l'idée d'un monde intelligible, voire au-delà, qui lui est, et qui est atemporel, et qui est permanent. Bon. Donc voilà, vous voyez, c'est un enjeu, mais ce que je voudrais vous faire percevoir, c'est que, je ne sais pas si je peux le transmettre, parce que quand on dit les sophistes, après on se dit oh là là, ça c'est quand même très décapant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'il y a un enjeu de pensée, un enjeu métaphysique qui est celui qu'on a encore aujourd'hui. Enfin, depuis 2500 ans, on est sur le même questionnement, et probablement ça va encore durer. Ça peut encore durer quelques siècles, quelques millénaires. C'est dire aussi la puissance de pensée de ces gens, parce que qu'on décortique encore une phrase d'il y a 2500 ans, ça prouve que quand même ils avaient une puissance, pas simplement de parole, hein, mais de pensée qui nous nourrit encore aujourd'hui. Hein. Donc voilà, pas passer tout le temps sur cette phrase, mais elle est à bien méditer. Qu'est-ce qu'on peut connaître? Qu'est-ce qu'on peut percevoir? Qu'est-ce qu'on peut transmettre? Vous savez que Kant, avec ces questions, que puis-je connaître? Que dois-je faire? Que puis-je espérer? On est de nouveau dans cette même problématique, une fois passée toute la philosophie médiévale, la théologie, la Renaissance, voilà, le penseur des Lumières, hein, parce que Kant c'est quand même le pionnier, hein, qui se repose les mêmes questions en essayant de tout repenser. À partir de, comme l'avait fait Descartes, hein, à partir de son cogito, mais on retrouve les mêmes questionnements, parce que c'est des questionnements existentiels. Hein, donc avec ce mot un peu complexe, transcendance, parce que chacun y met aussi quelque chose d'un peu différent, mais transcendance, ontologie, métaphysique, tout ça est un peu synonyme. Mais est-ce qu'il arrive à concilier est-ce qu'il a un esprit conciliateur? Qui? Gorgias? Non. Non, c'est pas leur propos. C'est pas sa recherche. Oui. Est-ce qu'on n'est pas en réaction par rapport à l'apparition du monothéisme, notamment à la fin des règnes des Égyptiens, qui ont amené la transcendance complètement abstraite? Avant, les Égyptiens étaient parfaitement corrélés à des choses terrestres. Et avec Akhenaton, on peut dire qu'on arrive à une divinité parfaitement abstraite qui donnera le monothéisme qu'on connaît après, avec des intermédiaires. Le prêtre qui, lui, peut percevoir la transcendance. Cette nécessité de l'intermédiaire et des écrits qui vont avec. Alors, c'est une très grande question, parce que là, chaque mot est important. Je sais qu'on présente Akhenaton comme le fondateur du monothéisme en Égypte. Personnellement, je ne partage pas ce point de vue, parce que la vision de l'un et de l'unité est liée depuis des millénaires en Égypte. On n'a pas attendu Akhenaton pour cela. Mais ça, c'est un détail par rapport à l'Égypte, mais ça fait partie, disons, des choses largement véhiculées. Après, ce qui m'intéresse toujours, hein, vous le savez, c'est de voir dans l'histoire les continuités
les continuités, les invariants et puis les ruptures. Hein. Et c'est évident que avec le christianisme, et même ça s'est pas fait en un jour, hein, ça s'est fait en plusieurs siècles, il y a à la fois une continuité avec la pensée grecque, notamment platonicienne. Hein. Il y a une continuité, parce qu'il ne faut pas oublier que les principaux pères de l'Église, Clément d'Alexandrie, Origène, Justin, tous, ils étaient pétris de culture grecque. Donc on ne fait pas table rase de ça rapidement. Donc il y a une continuité, et notamment avec le 1 plotinien, plus qu'avec Platon, mais davantage avec Plotin, avec cette notion du 1, qui est quand même relativement abstrait chez Plotin. Il y a une continuité avec le christianisme. Et en même temps, il va y avoir une rupture dont on se rend compte aujourd'hui avec le recul, puisque la grande rupture, c'est que pour un grec, il n'y a pas de création du monde. Il n'y a pas de création ex nihilo, il n'y a pas de Dieu tout-puissant. Et le 1, même chez Plotin, il n'est pas tout-puissant. Il est organisateur. Les dieux grecs sont des dieux qui organisent le chaos. Mais ce chaos, il existe de toute éternité. Et grâce au théos, il le transforme en cosmos, c'est-à-dire en univers intelligent. Là, la rupture avec le christianisme, mais ça se voit au bout de 4-5 siècles quand même, hein, il a fallu le temps, avec la notion de création ex nihilo, ça c'est une rupture fondamentale. Jamais un grec aurait pu penser une création ex nihilo. Donc il y a à la fois continuité et puis il y a des ruptures, évidemment. Mais ces ruptures, elles se font dans le temps. Hein, il faut des conciles, et c'est comme le concile sur la Trinité, mon Dieu. Ça a duré des siècles et des siècles pour savoir finalement le statut de chaque hypostase. Parce que c'est des hypostases, comme Plotin, c'est des hypostases. Hein, l'être, l'intellect, l'âme et tout ça. La Trinité chrétienne reprend les notions d'hypostase plotinienne, mais revisitée, quoi, hein, complètement, ça devient complètement différent. Donc c'est ça qui est intéressant. Et la notion de monothéisme qu'on n'emploie pratiquement plus aujourd'hui. Monothéisme, polythéisme. Les anthropologues ne l'emploient plus parce qu'ils se rendent compte que même dans les visions dites polythéistes, il y a la notion d'unité, hein, donc de monisme, et que même dans les religions dites monothéistes, ce côté de multiplicité va être de toute façon jouer ce rôle soit par les saints, soit par des intermédiaires, des médiateurs, des prêtres, etc. Mais il y a toujours, et vous voyez, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, cette problématique de l'un et du multiple, c'est la question depuis le début. C'est-à-dire, comment on fait dans un monde qui est à la fois un et multiple. Est-ce qu'on donne la priorité au 1? Est-ce qu'on donne priorité au multiple? Comment on arrive à concilier les deux? Ça, c'est le problème de Parménide, c'est le problème de la philosophie occidentale, mais aussi orientale, depuis le début des temps. Comment on fait dans un monde multiple, divers, coloré, kaléidoscopique, si vous voulez, comment on fait pour quand même éventuellement se relier à cette idée d'unité, qui quand même semble être un besoin métaphysique de l'être humain. Et ça irrigue toutes les pensées, politiques, sociales, économiques, de l'humanité depuis que l'homme est homme, c'est-à-dire probablement pas mal de temps. L'un et le multiple. Et ça, c'est posé déjà par les présocratiques. C'est pour ça que je dis, ils amènent des graines. C'est comme s'ils arrivaient avec des graines qui vont ensuite servir pendant plusieurs milliers d'années. Et on n'est pas sorti de ça aujourd'hui.
Comment accepter la diversité, la multiplicité, tout en considérant peut-être que l'humanité est une. On n'est pas sorti du problème de Parménide et des... C'est fou, hein? Mais la question est posée, pas dans les mêmes termes, mais par toutes les grandes philosophies de l'Orient. Lao Tzu avec son Tao, hein, qui devient yin-yang, et ensuite tout est combinaison de yin-yang, donc tout est multiple. Mais tout provient de quoi? Du Tao. Tao, c'est comme l'un de Parménide. Hein. On ne peut pas en dire grand-chose. Et pourtant, et c'est ça qui est, je trouve, très intéressant dans ce questionnement, c'est comment une réalité aussi abstraite, peut-être, que l'un, ou l'unité, semble en fait aussi fondamentale. Que lorsqu'on s'en passe, ça a des conséquences parfois dramatiques. C'est ce que Prado, je vous le dirai tout à l'heure, je trouve qu'il dit très bien la situation qui a été expliquée par d'autres, d'une sorte de désenchantement métaphysique. Hein, Gaucher parle du désenchantement, enfin, beaucoup de philosophes, d'anthropologues parlent du désenchantement, et lui il dit, bon bah voilà, avec Gorgias, enfin c'est par rapport à Gorgias, mais par rapport à d'autres sophistes, on arrive à une sorte de désenchantement métaphysique. Et aujourd'hui on dit, bon bah comment on réenchante, comment on réenchante. Bon, bah justement, c'est peut-être un réenchantement métaphysique. Mais qui ne sera pas le réenchantement, ce ne sera pas la métaphysique, ni de Parménide, ni des Grecs, ni des Égyptiens, ni de ceux qui nous ont précédés. C'est à réinventer, peut-être. Prédiction de Malraux. Oui, peut-être, c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Il y a une nécessité de réenracinement, mais pas forcément d'un réenracinement terrestre, mais qui dépasse évidemment toutes les religions, l'athéisme et tout ça, qui est au-delà. Bon, simplement pour réfléchir. Alors, le temps passe, parce que nous sommes dans un monde intemporel. Donc on va se prendre la petite pause, on va pas essayer de la faire trop longue. L'éloge d'Hélène. Petit, la belle, oui, un petit bijou sophistique. Tu l'as étudié, Colette, l'éloge d'Hélène, dans tes études d'avocat? Non, ça manque. Pour aller à l'école. C'est un petit bijou et en fait Gorgias probablement l'a écrit pour montrer la puissance persuasive de l'argumentation et bon évidemment c'est fait pour être déclamé, hein, puissance de la persuasion par la parole. Et il va donc étudier tour à tour les 4 raisons qui auraient pu conduire Hélène à agir comme elle l'a fait. Et je vous assure que quand on lit le texte, on est convaincu. Hein. Ça se tient. Ah oui, ça se tient. Je dis, mais oui, la pauvre Hélène, quand même. Donc, soit le destin, on va le voir, soit la violence, soit le discours, soit le désir. Et donc, il conclut que cette Hélène, il vaudrait mieux la plaindre plutôt que la condamner comme coupable. Alors, oui, je vais quand même vous en lire des petits passages parce que ça, c'est pas remplaçable. C'est donc le texte même de Gorgias, hein, ça vaut le coup quand même, on a si peu de choses en général.
Donc je ne vous lis pas tout, évidemment, mais quand même quelques petits extraits. Alors, il dit que c'est une faute et une erreur que de blâmer ce que l'on doit louer et de louer ce que l'on doit blâmer. Bon. Il appartiendra donc au même homme de se dresser pour dire ce qui doit être dit et de réfuter ceux qui blâment Hélène, une femme sur laquelle s'est faite l'unité de paroles et de sentiments, qu'il s'agisse des propos tenus par les poètes, de la conviction de leurs auditeurs ou de la réputation attachée à son nom, qui est devenu le mémorial d'événements malheureux. Bon, évidemment, là, on est un peu sorti du contexte, mais à l'époque, c'est vrai que cette Hélène, elle était vouée aux gémonies, quoi. Quant à moi, je veux, par un discours empreint de rationalité, ça c'est intéressant, par un discours empreint de rationalité, et vous allez voir que ça a le goût de la rationalité, d'abord détourner l'accusation de celle que l'on décrit, ensuite apporter la preuve complète que ces détracteurs sont des menteurs, montrer le vrai, enfin, et mettre un terme à l'ignorance. Vous voyez quand même, c'est ambitieux. Hein? Là, c'est comme s'il y avait du vrai. Alors, je passe. J'en viendrai au fondement du discours à venir et j'exposerai les raisons pour lesquelles il était naturel que l'équipée d'Hélène vers Troie ait eu lieu. Soit, en effet, c'est poussé par le dessein de la fortune, ou par la décision des dieux, ou par le décret de la nécessité qu'elle a fait ce qu'elle a fait, ou bien parce qu'elle a été ravie de force, ou persuadée par les discours, ou surprise par l'amour. Or donc, si c'est pour la première raison, le responsable mérite d'être tenu pour responsable, car il est impossible pour la prévoyance humaine de s'opposer à la providence d'un Dieu. C'est un fait de nature, en effet, que le plus fort ne soit pas empêché par le plus faible, mais que le plus faible soit commandé et conduit par le plus fort, que le fort dirige, tandis que le plus faible obéit. Or, le Dieu est en tout plus fort que l'homme, et par sa violente brutalité, et par sa sagesse, et par tout le reste. Un Dieu, c'est sa violence. Si donc il faut imputer la responsabilité à la fortune et au Dieu, il faut également laver Hélène de l'opprobre. Voilà la conclusion. Les plaidoiries d'avocats, c'est ça. Attention. Si donc elle a été enlevée en usant de violence et forcée de façon criminelle et outragée au mépris de toute justice, il est évident que celui qui l'a enlevée a commis une injustice en lui faisant outrage, tandis que celle qui a été enlevée, en étant outragée, a subi une infortune. C'est très actuel, hein ? Il mérite donc d'être condamné. Le barbare qui a entrepris une entreprise barbare, et par la loi, et par mon discours, et dans les faits, à s'exposer à une accusation par mon discours, à encourir une privation de ses droits civiques par la loi, et à subir un châtiment dans les faits. Celle, en revanche, qui a pâti de ces violences, a été privée de sa patrie et éloignée de ses amis. Comment ne serait-elle pas à bon droit prise en pitié plutôt qu'invectivée? L'un, en effet, a commis des actions indignes, l'autre les a subies. Il est donc juste de la plaindre et de le haïr. Quand je vous disais que c'était actuel. Mais, si c'est le discours qu'il a... Donc, on y reviendra. Très logique. Mais si c'est le discours qui l'a persuadé, en leurrant son âme, il n'est pas difficile de la défendre et de la décharger de son accusation de la manière suivante. C'est là où c'est vraiment intéressant. Discours est un maître puissant qui, par un corps très petit et tout à fait invisible, accomplit des actes au plus haut point divin. Divinisation du
de la parole, du discours. Il est capable en effet d'apaiser la crainte, d'éloigner la peine, de faire naître la joie et d'accroître la pitié. Qu'il en soit bien ainsi, c'est ce que je vais montrer. Mais il faut aussi le montrer à l'opinion des auditeurs. La poésie tout entière, je la juge et je la nomme un discours qui a de la mesure. Pénètre en ceux qui l'écoutent le frisson de l'effroi, la pitié accompagnée de larmes abondantes, le regret qui se complaît dans la douleur. C'est tout ça qu'il arrivait à faire dans ses discours. L'auditoire était, dans des émotions extrêmes que Gorgias savait vraiment maîtriser. Et pour cette raison, face aux bonnes fortunes et aux revers qui sont l'apanage des entreprises et des personnes d'autrui, l'âme, par l'entremise des discours, pâtit d'une passion qui lui est propre. Eh bien, passons maintenant d'un argument à un autre. L'idée, c'est que, bien sûr, ça éveille les passions, les émotions, tout type, mais c'est parce qu'elles y sont déjà. Ça les révèle, ça les amplifie. Mais c'est parce que ce monde émotionnel, ce monde passionnel, il est dans l'homme. Alors, un peu plus loin, il dit « La puissance du discours a le même rapport à l'ordonnance de l'âme que l'ordonnance des remèdes à la nature des corps. De même, en effet, que différents remèdes expulsent du corps différentes humeurs et mettent un terme les uns à la maladie et les autres à la vie, de même aussi parmi les discours, les uns affligent, les autres égayent les auditeurs, les uns effraient et les autres rendent audacieux, les autres enfin droguent l'âme et l'ensorcellent par une éloquence malsaine. Eh bien, si elle a été persuadée par un discours, il faut affirmer qu'elle n'a pas été coupable, mais qu'elle a subi une mauvaise fortune. Mais j'expose maintenant la quatrième cause par un quatrième argument. Donc, je passe parce que c'est un peu long, mais vous voyez. Donc, 4 arguments, c'est ce qu'ils les exégètes appellent la division. On prend un argument, on le développe, on prend un deuxième argument, on le développe, et on arrive toujours à la conclusion non coupable. Et donc, réfléchissez à qu'est-ce que ça produit chez celui qui écoute. À la fin, c'est la fin. Si donc le regard d'Hélène, charmé par le corps d'Alexandre, enfin, ou de Paris, a transmis à son âme l'ardeur et le désir d'amour, quoi d'étonnant? Si Eros est un dieu, il a des dieux la puissance divine. Comment alors un plus faible serait-il capable de le repousser et de s'en défendre? Vous voyez, là c'est très amusant, parce que là on a les dieux qui réinterviennent. Là, ils étaient, on ne peut rien savoir, et là, tiens, comme par hasard, pouf, ça revient. Mais si c'est une maladie humaine, c'est-à-dire une ignorance de l'âme, il ne faut pas la blâmer comme une faute, mais la tenir pour une infortune. Car elle est venue, comme elle est venue, amenée dans les raies de la fortune, non dans les délibérations de la pensée, et dans les nécessités du désir amoureux, non dans les préméditations de l'art. De l'art. Comment donc faudrait-il considérer que le blâme frappant Hélène est justifié, elle qui a fait ce qu'elle a fait, saisie par le désir d'amour, ou persuadée par un discours, ou enlevée de force, ou contrainte par la nécessité divine? Il reprend les 4 arguments. Dans tous les cas, elle échappe à l'accusation. Par mon discours, j'ai libéré une femme de l'opprobre qui pesait sur sa réputation. J'ai respecté la règle que je m'étais fixée au commencement de mon propos. Je me suis efforcé de ruiner l'injustice du reproche et l'ignorance de l'opinion. J'ai souhaité écrire ce discours à la fois comme un éloge d'Hélène et pour ma propre distraction. La pirouette de la fin est jolie. Mais c'est intéressant parce que c'est tout Gorgias, quoi, enfin, de ce qu'on peut connaître de Gorgias. C'est un exercice
Mais vous imaginez la puissance de fascination. Vous interrogez l'auditoire à la fin, tout le monde vous dit bah oui, non coupable. Non coupable. Et même nous, hein, qui sommes quand même des êtres pensants, dit bah oui, la pauvre Hélène, quand même. Hein, victime de l'amour ou de la violence, disons. Je finis mon speech parce que sinon après je perds le fil. Voilà. Et ça c'est l'art, on va dire, de Gorgias, mais du sophiste. Alors, il y a eu plein évidemment d'interprétations là-dessus, sur le thème de la relation qu'ils ont au pouvoir de la parole. Pouvoir de la parole. Et évidemment, la question essentielle, c'est quel est le rapport entre cet art du bien parler, hein, cet art vraiment persuasif, et la recherche de la justice ou de la vérité. Bon, c'est une question qu'on peut aujourd'hui légitimement se poser. Jusqu'où aller? Et donc, ce qui est intéressant dans cet éloge d'Hélène, et aussi l'éloge de Palamède, vous pourrez lire, qui peut-être est plus intéressant, parce que Palamède, vraiment, là, il a été victime de la ruse d'Ulysse. Mais comme Ulysse est de toute façon un héros, hein, quand même. Palamède, il ne faisait pas le poids face à Ulysse. C'est que Gorgias veut donner l'impression d'avoir fait une argumentation hyper rationnelle, c'est-à-dire d'avoir envisagé toutes les hypothèses, toutes les possibilités, avec cette technique qu'on appelle de division a priori, c'est-à-dire, voilà, c'est soit ça, soit ça, soit ça, et on a l'impression, effectivement, que c'est une argumentation solide, rationnelle, à laquelle on ne peut pas échapper. Alors qu'en fait, on peut prendre chaque argument, complètement le renverser de manière aussi rationnelle, hein, et aussi faire surgir plein de choses qui sont laissées dans l'ombre. Donc, il y a un choix très précis d'arguments, choix d'argumentaire, en laissant évidemment exprès de côté tous les arguments contraires ou gênants, et de mettre, vous voyez, quand même cette puissance de persuasion pour défendre la cause, quoi. C'est défendre la justice. Enfin, il y a une généralisation telle que c'est pas simplement Hélène qui le défend, mais toutes les femmes qui auraient pu être dans cette situation. Donc, victime d'une sorte de fatalité. C'est-à-dire que la pauvre Hélène, elle est soumise, elle est victime. Soit de la violence du rapt, soit de l'amour, soit des dieux, hein, qui sont, on l'apprend là, des êtres violents. Et donc, une sorte de fatalité. Donc, on a le sentiment, on peut avoir le sentiment d'une démonstration rigoureuse et qui est totalement fragile, en fait. Alors, bon, ce que Jacqueline de Romilly explique, et je trouve ça intéressant, c'est qu'en fait, ils vont remplacer les arguments qu'elle appelle les arguments à la recherche de la vérité, parce que le vrai est quelque chose qui est quand même très combattu, hein, par les sophistes, par l'argument de vraisemblance. On remplace l'argument de vérité, c'est-à-dire on cherche peut-être la vérité, par l'argument de vraisemblance. Et c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, mais qu'on reverra encore plus la prochaine fois, sur la recherche de ce qui est utile. Oui. Hein, on remplace la recherche du vrai
par ce qui est utile à dire ou pas à dire, et là, ce qui est vraisemblable. C'est-à-dire que si les arguments de Gorgias ne sont pas vrais, ça n'a aucune importance. L'essentiel est qu'ils soient vraisemblables pour qu'ils puissent être acceptés par l'auditoire. Donc, c'est plus, comme dit Barbara Cassin, le dévoilement de la vérité, mais on cherche, et c'est là la notion de compensation, vous voyez. On compense par le fait de rechercher ce qui est vraisemblable. Et le vraisemblable, c'est pas le vrai. C'est le vrai semblable. Semblable au vrai, mais qui n'est pas le vrai. Là, on est vraiment dans le cœur de l'art sophistiqué, qui est un art. C'est-à-dire faire prendre pour vrai ce qui est vraisemblable. C'est la technique de tous les médias actuels. Non, déjà, on a un fait divers, ce qui s'est passé, à la limite, bon, on s'en fiche, mais ce qui est important, c'est de développer, c'est pour ça que ça peut être en boucle pendant des jours et des jours, amplifier ce qui est vraisemblable. Et on finit par croire ce qui est vraisemblable. Ce qui peut-être n'a rien à voir avec le vrai. Mais, pas que les médias. Oui, politique, oh oui, mon Dieu. Oui. Mais, disons, c'est ça que Platon appelait le monde de la caverne. De prendre pour vrai ce qui n'est qu'un reflet, ce qui n'est qu'une ombre. Et donc là, il y a vraiment le remplacement d'un objet réel par une ombre. On remplace le vrai par l'utile, par le vraisemblable. Et c'est là où cette notion de compensation prend tout son sens. C'est-à-dire, on compense, mais par quelque chose qui n'est pas sur le même plan. Et à force de se contenter du vraisemblable, on ne cherche plus le vrai. On peut s'en passer. Bah oui. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui cet tel excès sur les réseaux sociaux de condamnation. On condamne, on monte au pinacle du jour au lendemain. Enfin, c'est terrifiant. Parce qu'on s'appuie sur le vraisemblable. Oui. Et donc, c'est ça que Platon, vous savez, qui était très sensible au simulacre, à la notion du simulacre. Bon, voilà. C'est ça qu'il combattait essentiellement, que les gens ne tombent pas dans le piège du simulacre. C'est pas le problème de faire du simulacre, mais de prendre du simulacre pour du simulacre, et pas pour le vrai ou le réel. Et c'est dans le Phèdre, qui est un très très beau dialogue de Platon, il résume ainsi cet art de Gorgias, mais bon, des sophistes en général. Il dit ceci: s'il arrive qu'un homme sans vigueur, mais hardi, dans le sens de courageux, et en ait rossé un autre, vigoureux mais lâche, qu'il lui ait arraché son manteau ou autre chose, et puis qu'il soit traduit devant les tribunaux, ni l'un ni l'autre ne doivent dire la vérité. Il se met à la place des autres. Bien au contraire, le lâche prétendra que le hardi n'a pas été tout seul pour le rosser, à quoi l'autre sans doute ripostera qu'ils étaient seul à seul. Mais le grand argument auquel il recourra sera: comment me serais-je, moi, fait comme je suis, donc tout faible, attaqué à lui, fait comme il est? C'est-à-dire, il dit, voilà comment fonctionnent les sophistes dans leurs arguments. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a un faible et un vigoureux. Bon, l'argument est tout trouvé de dire, mais moi, je ne l'ai pas attaqué parce que je suis tout faible. Voilà. Donc, ça, c'est vraisemblable. Mais en fait, ce n'est pas la réalité. Donc, les arguments des uns et des autres sont des fabrications, des constructions, et c'est celui qui sera le plus persuasif qui va l'emporter.
n'est pas celui qui aura plus raison. Et donc, la rhétorique, et c'est ce qu'attaque, ce que critique Platon, et Aristote aussi, beaucoup Aristote, mais c'est ce que dit Gorgias, la rhétorique est ouvrière de persuasion, c'est-à-dire qu'il faut avant tout agir sur les émotions. C'est quand même des langues du mensonge. Oui. Du mensonge avec apparence de justesse, hein, d'apparence. Alors, oui, c'est ce qu'il dit Gorgias. Il dit la parole est une grande puissance, elle qui, à partir de l'être physique le plus petit et le moins perceptible, exerce l'action la plus divine. Elle peut faire cesser la crainte, ôter l'affliction, susciter la joie, développer la pitié. Voilà, la parole est toute puissante. Elle peut faire retourner un auditoire comme une crêpe, faire ressentir plein d'émotions très puissantes et l'emporter. Hein, ça c'est ce qui est important si on le relie à la phrase de Protagoras, c'est que cette puissance du verbe, hein, du logos, c'est l'homme qui l'a. Et en s'appropriant l'ex-puissance divine ou du démiurge, parce qu'elle fait exister les choses. Alors, ce qui me semble intéressant aussi, c'est que si cette parole peut avoir ce pouvoir absolu, hein, en tout cas dans le plan des émotions et des passions, c'est aussi, parce que ça se renforce, me semble-t-il, c'est surtout parce que la connaissance elle-même est incertaine. C'est-à-dire, à partir du moment où on ne peut pas savoir, hein, si rien n'est, si c'est pas perceptible, si de toute façon c'est pas transmissible, si on peut rien connaître de manière certaine, alors là, oui, qui prend le relais? La parole. La parole. Ça se complète, ça se renforce, parce que si la connaissance, on pouvait l'avoir, comme dit Platon, par la dialectique, on peut arriver à voir le beau, le bon, le juste, voir au-delà des apparences. La parole, elle aurait un moindre effet. C'est-à-dire, on saurait prendre la parole pour ce qu'elle est. Mais dans une époque où on lance des coups de butoir, hein, sur la possibilité d'une connaissance, c'est la parole qui prend la place et qui l'emporte. Et c'est ça aussi la démocratie athénienne. Pourquoi ces sophistes se sont développés là, au moment où il fallait vraiment savoir parler? Parce que si on est face à des gens qui ne savent pas exactement, qui sont un petit peu incertains sur leur fondement, hein, de penser, le problème de penser, eh bien, c'est la parole persuasive, émotionnelle qui prend le dessus. Et c'est ça que Platon a toujours défendu, aller au-delà des opinions, des émotions, des passions, pour essayer de trouver quelque chose de solide, mais qui ne peut être que mental, qui ne peut être qu'un exercice mental et pas émotionnel. Dépasser l'émotion, la passion, pour essayer de penser, selon l'expression, le plus par soi-même. Mais en tout cas, penser. Et c'est tout ce que Socrate, dans les dialogues, mais on a des dialogues. Qu'est-ce que c'est qu'un dialogue? C'est deux qui passent à travers deux logos, deux intelligences. Et c'est pas simplement deux paroles, c'est deux pensées. Donc, on ne peut pas opposer de manière caricaturale la pensée et l'émotion, puisque les deux sont évidemment imbriqués l'une dans l'autre. Mais là, on voit le pouvoir du sophiste qui met quand même la pensée à l'arrière-plan, ou la connaissance à l'arrière-plan, en disant,
c'est l'homme est mesure de toutes choses, hein, donc des choses telles qu'elles sont, celles qui ne sont pas parce qu'elles ne sont pas, enfin, non, ça sape quand même la possibilité d'une connaissance. Et donc, c'est le logos, là cette fois en tant que parole, persuasion, qui a voilà, la vie belle. Et c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu métaphysique. Est-ce qu'on peut défendre une pensée métaphysique chez l'homme, ou est-ce que l'homme n'est que phénomène, émotion, passion? Et je pense que c'est vraiment intéressant aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde très émotionnel. Très émotionnel. Bien sûr. Disons les ressorts. Enfin, je me rappelle, je sais pas, l'année dernière, où par rapport à l'indifférence vis-à-vis des migrants, bon, il suffit de faire paraître une photo d'un enfant qui pourrait être mon enfant, et tout d'un coup, bon, on en joue, bien sûr qu'on en joue. Ça, c'est ce que Platon appelait les maîtres de la caverne, les marionnettistes. Hein, vous savez, dans le mythe de la caverne, on voit des choses, des ombres, des reflets. Mais il y a bien quelque chose il y a bien quelqu'un qui passe. C'est comme, il le compare d'ailleurs à un jeu de marionnettes dont on tire les ficelles. Alors par rapport à ça, c'est comme Hélène. Ben, la pauvre, elle a été le jouet, soit des dieux, soit de Paris, soit des roses. Comment peut-on la condamner? Oui. Elle n'existait pas, Hélène. Victime. Elle n'existait ni Hélène. Comment? C'est ni Hélène, elle n'est que soumise. Oui, c'est-à-dire que à chaque argument, on peut dire bon, mais ok, il était beau, bon, bah, d'accord, il était puissant, bon, ok, mais bon, que pouvait-elle faire d'autre? Et ça, c'est jamais évoqué. Donc, c'est une extraordinaire plaidoirie. Le problème, c'est que, je pense que c'est tout l'art aussi de l'avocat. Les zones d'ombre ou les autres manières de voir les choses, on les met sous le tapis, on les cache. Mais simplement, là, il y avait une construction, et c'est tout là aussi de la construction, qui se veut rationnelle. Et donc, on a l'impression que c'est exhaustif, qu'on a évoqué tous les cas de figure, et qu'effectivement, dans chaque cas de figure, elle est victime. Alors, donc c'est pour ça qu'en fait, ces sophistes pensent que la parole peut avoir une efficacité absolue, et c'est là où les successeurs de tous ces grands vont pousser le bouchon vraiment très loin. C'est-à-dire qu'ils vont faire des discours quasiment caricaturaux pour montrer qu'on peut défendre n'importe quelle cause, que de tout on peut dire une chose et son contraire. Et ça, c'est vrai que ça va beaucoup discréditer quand même les sophistes, même les plus grands. Hein. Et c'est devenu une sorte de joute oratoire aussi, hein, de manifestation de virtuosité, de pouvoir, manipuler un petit peu l'opinion. Alors, pour Platon, cette rhétorique n'est pas une science, parce que ça, c'est le grand argument des sophistes. Oui, mais nous sommes des savants, c'est scientifique, quoi. Hein. Pas du tout, dit Platon, puisque cette rhétorique ne vise ni au vrai ni au bien, ce n'est qu'un art de la flatterie. Je disais mensonge, de la flatterie, comme, dit-il, l'art de la cuisine ou l'art de la toilette. C'est-à-dire, on apprête des aliments, on s'apprête, pour paraître. Voilà, on flatte, en général, on essaie plutôt de flatter, de donner une bonne impression, mais ce n'est pas sérieux dans la mesure où ce n'est pas relié non plus à une recherche éthique. Ce n'est pas simplement le vrai, mais le bien. Et donc, il y a un passage du Gorgias de Platon qui dit ceci,
là où ce médecin était impuissant à les convaincre, moi je parvenais, sans autre art que la rhétorique, à les convaincre. C'est-à-dire, il dit, par rapport à des malades, là où les médecins échouent à convaincre les malades de prendre tel ou tel médicament, les sophistes, eux, ils y arrivent. Ils arrivent à persuader les malades parce que peu importe la connaissance médicale des médecins, la puissance de la parole est plus forte que la compétence, que la science, que le savoir. Alors, donc, ce rôle positif de la persuasion, il est justifié par les sophistes en disant, bon, dans une époque où la connaissance est incertaine, au moins, nous, on joue un rôle politique et même éthique, parce qu'ils vont aussi, comme on le verra, récupérer un certain nombre de vertus à leur profit. Quand on ne sait pas ce que l'on peut savoir ou connaître, la parole acquiert une place et une efficacité immense. Parce qu'on a parfois dit aux sophistes, oui, mais bon, ils défendent le pour, le contre, bon, et ça leur a été reproché. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais reproché ni à Socrate ni à Platon, puisque le fait de dialoguer, c'est bien ça, c'est-à-dire on examine les arguments, tu dis ça, mais on peut dire le contraire, et de rechercher même des antinomies. C'est la base du dialogue socratique. On cherche des antinomies. Pourquoi faire? Pour déjà penser, réfléchir, se débarrasser des opinions rapides, tout ça. Et c'est pour dépasser les deux composants de l'antinomie, pour aller au-dessus. Donc de chercher derrière les antinomies quelque chose de supérieur, de plus élevé. Qu'est-ce qu'il y a derrière le froid et le chaud? Qu'est-ce qu'il y a derrière le bien, le mal? C'est pas de rester sur le plan des antinomies. Et c'est là où c'est très sournois. On dit, les sophistes, ils travaillent les antinomies. Comme disait Protagoras, sur un sujet, il y a toujours deux avis contraires. C'est normal. Oui, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Ça peut sembler être la même chose que le dialogue ou la dialectique. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Dans un cas, on utilise les antinomies pour dialoguer, c'est-à-dire aller chercher le point qui va les relier, c'est l'unité. C'est pour ça que cette notion de transcendance, elle est essentielle. Parce que s'il n'y a pas quelque chose de plus haut, on ne peut pas trouver l'unité. On reste dans le conflit, les opposés. Alors que pour le sophiste, il reste dans l'explication, l'argumentation de chaque composant de l'antinomie. Donc il fait jour, alors il fait jour parce que blablabla, il fait nuit, blablabla. Mais il n'y a pas de recherche, de conciliation, pas simplement de conciliation, mais de conciliation sur un plan supérieur de l'antinomie. Et donc, c'est source de conflit, puisque chacun peut rester sur sa position. Et il n'y a pas forcément de recherche de l'unité. Au contraire. Voilà. Il y a un rapport de force, et donc... voilà. Et ça, c'est très important pour comprendre que le dialogue socratique ou le dialectique platonicienne, c'est de considérer qu'il y a deux individus qui, tous les deux, en toute bonne foi et avec humilité, cherchent à se rapprocher ensemble d'un peu plus de vérité. Et c'est pour ça que Platon, Aristote aussi, critiquent les sophistes, et en particulier Gorgias, qui va développer cet art de manière magnifique, en disant... Vous faites du simulacre. C'est-à-dire, vous ne recherchez pas le vrai, ce n'est pas éthique, ce n'est pas moral, et donc, vous ne pouvez pas éduquer avec ça. Mais eux, ils sont peut-être dans parce que les sophistes disaient, mais nous, on a un rôle politique, éducatif. C'est-à-dire, les jeunes, la jeunesse dorée qui venait les voir, on les éduque parce que on va, disons, leur donner... de quoi réussir dans la vie. Et ça pose toute la question. Qu'est-ce que ça veut dire
réussir? Est-ce que c'est acquérir une compétence technique qui va effectivement leur faire réussir leur vie sociale ou même politique? Ou est-ce que c'est réussir quelque chose de plus intérieur, de plus profond, déjà dans ce combat intérieur? C'est là un des enjeux. Et donc c'est pour ça que certains vont dire que les sophistes ouvrent la porte au scepticisme, au relativisme, voire au nihilisme. Si tout est vrai, ou si de toute façon on se fiche de la recherche de la vérité, tout est vrai, tout est faux, donc on ne peut rien penser, on ne peut rien dire. Et là, oui, on est spectateur. Alors, c'est ça qui est particulier, et ça on le verra surtout avec Hippias par rapport au rôle politique, parce qu'ils avaient quand même le défi de montrer que l'éducation, en tout cas les connaissances qu'ils pouvaient passer, avaient un rôle éducatif positif pour les gens et pour la cité. Et c'est là où il y a toute la notion de ce qui est utile à la cité ou de ce qui ne l'est pas. Oui. Vous voyez, par rapport à l'éducation, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire éduquer? Est-ce que ça veut dire faire réussir? Avec quels critères? Comme disait Luc Ferry, qu'est-ce qu'une vie réussie? Et donc là, on a vraiment une opposition. Et on verra la semaine prochaine comment ils vont récupérer, reconstruire à partir d'un certain nombre de vertus. Mais, disons, là, on peut aussi dire, est-ce que ce n'est pas simplement de la compensation? Alors, je voudrais finir par ce que dit Prado, je vous l'ai promis, parce que je trouve que il dit bien les choses. Alors, pas s'en priver. Jean-François Prado, c'est lui qui a dirigé donc cette anthologie des sophistes. Donc, si vous voulez vous plonger, il y a 2 volumes. Ça, c'est le plus gros. L'autre, il est plus petit. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le brave homme? Alors, c'est dans sa notice de présentation de Gorgias. Ça tombe bien. Alors, il dit ceci. Nous n'avons par conséquent pas davantage accès à la physis des choses. Donc là, c'est un commentaire sur le traité, sur le non-étant, parce que rien n'est, etc. Nous n'avons par conséquent pas davantage accès à la physis des choses, c'est-à-dire à ce qui est réellement, mais seulement à l'impression qu'elles font sur nous, ou plus exactement sur chacun de nos organes des sens, lesquels ne peuvent pas plus mutuellement saisir ce que les uns et les autres ont appréhendé, que le discours ne peut le communiquer à autrui, puisqu'elles lui sont définitivement extérieures. L'éloge d'Hélène est donc aussi vrai ou aussi faux que le blâme dont les poètes l'accablent, et la défense présentée par Palamède aussi fausse ou aussi vraie que le discours de son accusateur. Est-ce à dire que Gorgias, à la façon de Cratyle, s'il faut en croire Aristote, pourrait en venir à penser qu'il ne faut rien dire et se contenter de remuer le doigt? Ça, c'est la critique d'Aristote par rapport à Gorgias. Et finalement, il faut penser qu'on ne peut rien dire, de rien, et se contenter de remuer le doigt. C'est-à-dire totalement passif. Évidemment, non. Mais alors, que communiquer? Non pas ce que sont les sensibles, choses ou gens, mais les sentiments et les émotions qu'ils provoquent en nous. La pitié et l'horreur, la peur, la douleur, la joie, le regret, le plaisir, la peine, la hardiesse. Face aux bonnes fortunes et aux revers qui sont l'apanage des entreprises et des personnes d'autrui, l'âme, par l'entremise des discours, pâtit d'une passion qui lui est propre. Autrement dit, non pas l'être dont le traité sur le non-étant a montré qu'il était,
pour les hommes comme s'ils n'étaient pas inconnaissables et incommunicables, mais la pensée, c'est-à-dire tous les états mentaux, cognitifs et émotionnels suscités par le discours. Donc lui dit, bon, il y a aussi de la pensée, il n'y a pas que des émotions, mais il y a aussi de la pensée. C'est dans ce désenchantement métaphysique, voilà, c'était la notion, c'est dans ce désenchantement métaphysique que gîte la rhétorique gorgienne. C'est-à-dire qu'elle s'engouffre. C'est pas une critique par rapport à la personne. C'est pour ça qu'ils, même Platon et Aristote disent, bon, avec respect, mais c'est les idées qu'ils défendent derrière les personnes. C'est dans ce désenchantement métaphysique que gîte la rhétorique gorgienne. La charge platonicienne dont elle est l'objet dans le Gorgias tient davantage à ce désenchantement et à ses conséquences théoriques qu'à ses effets sur l'âme. Là, ce qu'il dit, c'est que bon, si Platon critique tant les sophistes, c'est pas tellement parce qu'ils provoquent des effets sur l'âme de l'auditoire, c'est parce qu'ils défendent en fait ce désenchantement métaphysique. Enfin, ils sont les porteurs de ce désenchantement métaphysique. Ou plus exactement, de tels effets, des effets sur l'âme, n'ont pour Platon l'importance qui est la leur qu'adossée à ce désenchantement. Ce que je vous disais, d'une autre manière, c'est que la parole prend toute sa place avec ses effets positifs ou négatifs, mais enfin ces effets, qu'à partir du moment où il y a ce désenchantement métaphysique, c'est-à-dire il n'y a plus ce plan de connaissance métaphysique. Donc, ce qui est critiqué, c'est pas la technique, c'est pas même les effets que les sophistes provoquent sur leur auditoire, que le déracinement métaphysique dans lequel ils sont, pour lesquels ils combattent. C'est pour ça que je pense que ce combat de Platon, Aristote, enfin des grands fondateurs de la philosophie classique grecque, c'est un véritable combat, c'est la guerre des étoiles qu'en fait, c'est dans il y a vraiment un enjeu métaphysique qui va bien au-delà simplement savoir si on peut bien parler ou si la vertu s'enseigne ou comment on va éduquer. Il y a un enjeu vraiment immense. C'est pour ça, je pense, que Platon lui a consacré à Protagoras deux dialogues complets. Protagoras était tête, à Gorgias, Gorgias, enfin, qu'il a pris ça très au sérieux. Très au sérieux. Et que, en fait, la manière qu'il a de présenter sa philosophie dans ces différents dialogues est aussi une réponse, pas simplement aux lecteurs de ces dialogues, aux auditeurs, mais aux sophistes. Donc c'est ça, je crois, le réhabiliter les sophistes, c'est pas les réhabiliter en tant que tels, mais c'est de montrer que là, il y a eu une vraie guerre, un combat plus que symbolique, enfin, vraiment avec un enjeu existentiel immense. Et qui a gagné, bon, vous connaissez mon point de vue, c'est pas ce qu'on croit. On est aujourd'hui dans un monde dominé par la vision sophistique, la vision des sophistes. Les valeurs ne sont pas les mêmes, disons. Les échelles de valeurs ne sont pas les mêmes. C'est pas que les échelles... oui, les valeurs sont pas les mêmes. Alors qu'on croyait... Oui, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et c'est ça qui bouge aussi depuis quelques dizaines d'années, on va dire. À dire... Ah, ben voilà, de toute façon, on les a tellement critiqués, et puis ils ont fait tellement d'abus aussi, parce que, voilà, il y a eu des excès, évidemment, donc ils ont été critiqués, ils ont fait des excès, donc ils ont disparu. Ils se sont sabordés, oui, ou les disciples, en tout cas, sont bien occupés de saborder leur maître.
Alors qu'en fait, oui, ils sont toujours là, dominants, de manière dominante. Donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Alors malheureusement, on a des fragments, on a des bouts, et en plus c'est des traductions aussi, hein, donc on traduit, on retraduit. Mais et pour Hippias, c'est encore moins ce qu'on a. On a une petite phrase de rien du tout. Mais si ça a eu l'ampleur que ça a eu, et ça a mobilisé quand même les plus grandes intelligences de l'époque, parce que c'est ça qui est, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même très étrange qu'en si peu de temps, hein, dans une zone géographique si réduite, on est les présocratiques, on est les sophistes et on est les grands de la philosophie. Et en même temps politique, parce que Périclès n'était pas non plus un imbécile. On a là une concentration très étonnante, hein, de ceux qui vont poser vraiment toute la problématique. Et c'est vrai qu'au niveau des dates, on n'est pas loin non plus d'un Lao Tse, d'un Confucius, hein, dans une autre ère. Là, il s'est quand même passé quelque chose, parce que c'était des gens. Alors, je dis, on est dans un environnement sophiste, mais on n'est pas au niveau, hein, de ces gens-là. Je veux dire, bon, c'est étrange, hein. C'est comme s'il y avait eu comme une nécessité. L'alignement des planètes, voilà. Ce qui va être compliqué, mais peut-être on peut les reconstituer. Mais en tout cas, c'est vrai que là, il y a un précipité d'intelligence incroyable. C'est déjà ça, rien que ça, c'est merveilleux. Se dire, oh, wow. Parce que c'était pas que des têtes, mais c'était des gens qui ont apporté chacun vraiment quelque chose. Et à partir de là, c'est pas pour minorer tous les philosophes qui sont venus après, mais on va discuter à partir de... il y a évidemment les monothéismes qui vont arriver dessus, le christianisme entre autres, mais c'est les mêmes questions. Oui, disons, quand je dis qu'il y avait la guerre des étoiles, c'est-à-dire qu'il y avait, probablement, il était conscient de l'enjeu pour la suite. Pour la suite. Puisque lui, sa grande question, c'était, est-ce qu'on peut vivre dans une cité juste ? Comment faire des hommes justes, à la recherche du vrai, du bien, c'est-à-dire quelque chose qui les dépasse. Ce qui va aussi... justifier toute la notion de bien commun pour une cité. Parce que si on ne fait que ce qui est utile, chacun va avoir sa vision de ce qui est utile. Mais est-ce que les gens vont pouvoir regarder dans la même direction du bien commun, gérer le bien commun? Aujourd'hui, c'est une vraie question, hein. Le bien commun. C'est quelque chose d'abstrait, hein. Il y a un certain alignement des planètes. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être. Ça ne marchera pas, mais un alignement des planètes, quand on découvre la finitude des ressources de la Terre, quand on découvre les conséquences de l'industrialisation sur le climat, etc., il y a à pouvoir réfléchir au bien commun. Oui, c'est une période intéressante, ça c'est sûr, parce que c'est comme si on était allé au bout d'une certaine logique, et qu'on en voit aujourd'hui un peu plus les effets pervers. Après, on peut le prendre intellectuellement, dire, on est dans une période de transition, il va falloir changer, de paradigme, voilà. On peut le comprendre. Est-ce que ça va passer dans les comportements... au-delà d'une minorité, qui est militante là-dessus, ça c'est la grande question.
je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de choses qui se font, qui se pensent d'une autre manière. Hein. Donc ça, c'est sûr. Après, c'est comment toutes ces initiatives peuvent se relier pour acquérir une certaine force. Parce que sinon, chacun a l'impression qu'il est seul dans son coin, quoi. Enfin, et que ce qu'il fait est ridicule par rapport aux enjeux. C'est-à-dire chacun... Bon, mais par rapport aux 2 degrés, je ne sais pas, aux 3 degrés de réchauffement climatique, voilà. Donc, chacun, en son petit coin, dire, mais bon, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est vrai que comparativement, il y a peu d'énergie mise dans le fait de relier ces initiatives et de faire sentir à chacun qu'il peut faire quelque chose, de sortir d'une certaine fatalité ou d'impuissance. Il y a un site intéressant qui s'appelle... Reporter d'espoir. Reporter d'espoir. Qui récompense des milliers d'initiatives dans ce sens-là. Super. Reporter d'espoir. Il y a aussi le site de Abdenour Bidar, celui qui avait écrit Les Tisserands, qui est justement où il dit le problème, c'est qu'il manque de lien entre tous ces gens, ou que même on retombe dans comme dirait notre président, le vieux monde, c'est-à-dire de conflits où chacun pense que, bon ben voilà, il a raison et que l'autre est un imbécile. Enfin, disons, il crée aussi un site pour partager toutes ces initiatives, et il dit, voilà, il manque parfois d'humilité, enfin, mais aussi de souci de lien avec l'autre. De lien avec l'autre. C'est-à-dire, je ne sais plus. Abdenour Bidar, je ne sais plus comment il s'appelle, il en parle dans son livre. Je trouve que c'est un très beau livre. Et c'est vrai que c'est très peu médiatisé, toutes ces initiatives. Parce qu'on nous donnerait plus de... C'est chouette. Moi, j'aime bien pour ça les films de Marie-Monique Robin. Les moissons du futur ou Sacrée Croissance, hein, parce qu'elle montre ce qui se fait déjà de positif par rapport à la transition écologique ou agricole, etc. Et on voit qu'il y a des intelligences qui se mobilisent beaucoup, partout. Enfin, simplement, c'est à petite échelle. Et c'est pas connu. Ou ça reste petit comité, mais ça sera aussi ça, peut-être, l'avenir. Plus les grands blocs, les grandes entreprises, mais plutôt des petites initiatives à l'échelle humaine. Mais ça marche si il y a une sorte de mutualisation ou de fédération de ces initiatives. Sinon, ça peut en décourager plus d'un, quoi. Donc, je crois que c'est ça, ce qui nous est réclamé, enfin, si on va dans ce sens-là, quelque part, de la transition, c'est d'agir, pas simplement de penser, c'est d'agir et d'être ouvert aux initiatives des autres. Oui, de se sentir vraiment responsable. Et pas dire, bon, bah, l'autre le fera, ou moi je suis tout petit, je suis rien, ou j'attends que le politique le fasse. Les politiques, ils ne le feront pas. Et samedi, il y a une marche pour la Terre. Hein. Samedi, il y a une marche pour la Terre. À 11h30 sous l'ombrière. Sous l'ombrière. Voilà, bon, on va marcher pour la Terre. Samedi. Oui, samedi à 11h30. 11h30, voilà. Bon, on va tous y aller.